Reconnue coupable de détournement de fonds publics, Marine Le Pen est condamnée à 4 ans de prison assortie de 5 ans d'inéligibilité. Son avocat annonce faire appel. Le séisme de vendredi a fait plus de 1700 victimes en Birmanie. Un bilan qui devrait encore s'alourdir alors que les équipes de secours poursuivent leurs recherches dans les décombres. La justice a tranché et condamne Marine Le Pen à 4 ans de prison, dont 2 fermes, 100 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, avec exécution immédiate. La tête de file du Rassemblement national, ex-Front National, est reconnue coupable de détournement de fonds publics. Le tribunal a mis en avant le rôle central de la dirigeante d'extrême droite dans le système mis en place pour détourner l'argent du Parlement européen pendant plus de 10 ans. Ce verdict compromet sa candidature à l'élection présidentielle de 2027 et aux prochaines législatives. Clamant son innocence, Marine Le Pen a prévu d'épuiser toutes les voies de recours à sa disposition. Sa défense a annoncé faire appel. Le bilan du tremblement de terre ne cesse de s'alourdir en Birmanie. Il s'élève désormais à plus de 1700 morts, alors que les équipes de secours continuent de retirer des corps des décombres. Près de 3400 personnes ont également été blessées et plus de 300 sont toujours portées disparues. Les funérailles de centaines de victimes se tiendront ce lundi, alors que la communauté musulmane célèbre l'Aïd, la fête marquant la fin du Ramadan. Vendredi, un séisme de magnitude 7,7 a causé des dégâts considérables dans la ville de Mandalay, proche de l'épicentre. Le tremblement de terre a provoqué l'effondrement de nombreux bâtiments de la deuxième plus grande ville de Birmanie et endommagé son aéroport. Dimanche, une réplique d'une magnitude de 5,1 a de nouveau frappé la région et les dégâts importants subis par les infrastructures entravent les opérations de secours, dans un pays déjà fragilisé par 4 années de guerre civile. La Thaïlande voisine n'a pas été épargnée par les violentes secousses. Au moins 18 personnes y sont mortes depuis le séisme de vendredi. Lundi matin, les recherches se poursuivaient dans un immeuble effondré à Bangkok. Près de 80 ouvriers seraient piégés dans les décombres selon les autorités. Face à l'ampleur des dégâts, la communauté internationale se mobilise pour soutenir la Birmanie et la Thaïlande. Des équipes indiennes, chinoises et malaisiennes ont été déployées sur place et l'Indonésie devrait se joindre aux opérations de secours ce lundi. Le président finlandais propose de fixer une échéance pour parvenir à un cessez-le-feu en Ukraine. Devant la presse dimanche à Londres, Alexander Stubb évoque une date limite cruciale pour éviter que les négociations ne traînent en longueur. Il évoque la date du 20 avril pour un cessez-le-feu sans condition. Une proposition soumise en tête-à-tête à Donald Trump lors d'une visite surprise samedi en Floride. Le président américain a évoqué leur entretien, mettant l'accent sur la coopération bilatérale entre la Finlande et les États-Unis. Alors qu'en Ukraine, l'armée russe multiplie les attaques aériennes et progresse sur le front, Donald Trump a menacé la Russie de mesures de rétorsion sur son pétrole si les négociations de trêve venaient à échouer. L'Ukraine commémore ce lundi le 3e anniversaire de la libération de la ville de Boutcha des forces russes. Celle-ci avait rapidement pris le contrôle de cette ville située à 35 km de Kiev, peu après le lancement de l'invasion de l'Ukraine en février 2022. L'occupation de Boutcha a duré environ 1 mois, jusqu'à ce que les soldats ukrainiens lancent une contre-offensive et parviennent à repousser les forces russes de la ville le 31 mars 2022. 306 захисників і захисниць за період війни віддали своє найцінніше, віддали своє життя. І сьогодні цілий день фактично заходів в Бучанській громаді, але ми розпочинаємо з алеї героїв на центральному кладовищі. Mais à la libération de Boutcha, les soldats ukrainiens découvrent les signes d'un véritable massacre. Des hommes, femmes et enfants par centaines gisent dans les rues de la ville, et beaucoup d'entre eux présentent des traces de viol et de torture. De nombreux dirigeants occidentaux, dont le président américain de l'époque Joe Biden, ainsi qu'Emmanuel Macron et Ursula von der Leyen, qualifient alors ces exactions de crimes de guerre. У нас столько ребят похоронил, блядь, своих бойцов. Как? За что они воевали? Чтобы отдать вот эти территории? У нас в Конституции записано, что это
нашей территории. Это что мы должны ганьбить нашу конституцию и это самое, и отдать вот это врагу это все. Тому я считаю, что нет. Нет, ни в коем разе. Ce week-end, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a de nouveau accusé la Russie d'entraver les efforts de cesser le feu. Selon Kiev, Moscou se préparerait à lancer une nouvelle offensive militaire dans les semaines à venir afin de renforcer sa position de négociation. Les corps de 15 secouristes et travailleurs humanitaires extraits ce dimanche d'une fosse commune à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza. Le Croissant Rouge palestinien affirme avoir retrouvé les dépouilles de 8 de ses ambulanciers, de 6 secouristes de la défense civile et d'un employé d'une agence de l'ONU. Un secouriste du Croissant Rouge reste porté disparu. Une semaine plus tôt, le 23 mars, des soldats israéliens avaient ouvert le feu sur le groupe, alors en intervention. L'armée israélienne a reconnu ces tirs, évoquant un comportement suspect des ambulances et camions de pompiers, dénonçant l'utilisation répétée par le passé de véhicules de secours à des fins terroristes. Vendredi, le chef des affaires humanitaires de l'ONU a dénoncé ces attaques et appelé au respect des principes élémentaires du droit international, alors que les bombardements israéliens ont repris sur Gaza le 18 mars, après 2 mois de trêve. Des centaines de personnes se sont rassemblées devant plusieurs usines, bureaux et concessionnaires Tesla pour dénoncer l'influence politique d'Elon Musk, désormais conseiller clé de Donald Trump. Depuis plusieurs semaines, les actes de vandalisme et de contestation se sont multipliés contre Tesla en raison de l'implication d'Elon Musk au sein du gouvernement américain, notamment avec DOGE, le nouveau département de l'efficacité gouvernementale. Celui-ci cherche à réduire ce qu'il appelle les dépenses gouvernementales inutiles de 2 milliards de dollars, ce qui représente environ 30% des dépenses totales du gouvernement fédéral, en supprimant des postes de fonctionnaires, des programmes d'aide ou des financements publics. Ces actes controversés et la contestation contre Elon Musk ont eu des conséquences sur les ventes de Tesla. Ces derniers jours, le cours de l'entreprise cotée à New York a dégringolé de plus de 8% et les ventes de véhicules Tesla en Europe ont baissé de moitié. Les manifestants affirment qu'ils continueront à s'attaquer aux finances de l'homme le plus riche du monde tant qu'il ne mettra pas fin à sa collaboration avec le gouvernement Trump. La fusée Spectrum quitte son pas de tir de l'île d'Andoya, en Norvège. Pour la toute première fois, un lanceur de satellite s'élance depuis le sol européen. Après quelques secondes de vol expérimental, la fusée de 28 mètres oscille avant d'entamer sa chute. Quelques dizaines de secondes de vol seraient déjà un vrai succès, avait déclaré avant le lancement le cofondateur d'Isar Space, la start-up allemande à l'origine du projet. Ce crash ne remet donc pas en cause son objectif, concevoir un lanceur capable de mettre des satellites en orbite depuis l'Europe. L'acteur américain Richard Chamberlain est décédé à l'âge de 90 ans, à la suite de complications d'un accident vasculaire cérébral. L'acteur s'est éteint dans la nuit de samedi à dimanche dans sa maison d'Hawaï, 2 jours avant son 91e anniversaire. Richard Chamberlain a connu un immense succès avec ses rôles dans diverses séries télévisées des années 60 aux années 80, qui lui ont valu le surnom du roi de la mini-série. Ses prestations dans Le jeune Dr Kildare, Shogun et Les oiseaux se cachent pour mourir ont toutes été récompensées par un Golden Globe. Dans son autobiographie publiée en 2003, il décrivait les difficultés auxquelles il a fait face dans l'industrie du divertissement, qui l'ont contraint à cacher son homosexualité. Les industries pharmaceutiques et cosmétiques ont saisi la Cour de justice de l'Union européenne, vent debout contre la directive sur le traitement des eaux urbaines résiduaires. Entrée en vigueur le 1er janvier, la directive impose notamment aux producteurs de médicaments et de cosmétiques de financer au moins 80% du traitement visant à éliminer les micropolluants des eaux urbaines usées, selon le principe du pollueur-payeur. These micropollutants that come out from the effluent from the wastewater treatment plants, analysis has shown that more than 90% actually are originating from pharmaceuticals and cosmetic products.
And then we believe it's a fair principle that 80% of the costs for removing this out of the wastewater that is going to be bared by those who are generating these costs. Les secteurs pharmaceutiques et cosmétiques estiment que le fardeau devrait être mieux réparti. We support absolutely paying our fair share of the pollution that we provide, but it's the fair share. And this is really what we're after. We're trying to understand, since we couldn't get the data from the European Commission and the methodology on which the decision was based, we're trying to find out who the different polluters are and make sure that this important directive is set up on the right principles and that all the actors are involved, not only to pay their fair share, but also to make sure they're incentivized to make more sustainable products in the future. La Commission évalue le coût du traitement supplémentaire dans les stations d'épuration à 1,2 milliard d'euros par an. Si certains affirment qu'il s'agit d'une goutte d'eau par rapport au chiffre d'affaires annuel du secteur pharmaceutique, Medicines for Europe considère que cette directive met en danger l'accessibilité et l'abordabilité des médicaments. We think this is really disproportionate because it has a very, very negative impact on access to medicines. We've actually studied how this will impact the medicines. So we've looked at how it will increase the cost of medicines. And so, for example, for diabetes medicine, metformin, which is very commonly used for diabetes, it would increase the cost by 900% according to the current spending in Europe. La Pologne a également saisi la Cour de justice de l'UE.